Dans quelques instants, session extraordinaire au Parlement européen. La présidente doit s'exprimer sur la situation en Ukraine. Vous le voyez sur ces images, justement, un discours assez court de la présidente. Puis, c'est le président ukrainien Volodymyr Zelensky qui doit s'adresser au Parlement par visioconférence. Nous allons décrypter la situation avec nos invités en plateau. Mais d'abord, nous allons retrouver Pascal Verdeau à Bruxelles. Pascal Verdeau, bonjour. Le Parlement européen qui va annoncer soutenir l'Ukraine. Oui, les députés européens vont écouter avec émotion, bien sûr, une intervention enregistrée donc dans l'hémicycle du président ukrainien Zelensky. Et puis, ils devraient voter en faveur d'une résolution qui conférera à l'Ukraine le statut de pays candidat. Alors, dans le jargon de Bruxelles, dans le jargon européen, ce statut, c'est le feu vert à l'ouverture du processus de négociation pour donc l'entrée de l'Ukraine. Mais attention, ce sera ensuite, la balle sera dans le camp de la Commission européenne et des États avec une décision à l'unanimité. Ce n'est pas gagné pour Kiev. En tout cas, au Parlement européen, les députés de LR sont très réservés, très prudents, très circonspects sur cette demande d'adhésion. En revanche, le groupe des Macroniens qui appartiennent donc au grand groupe libéral du Parlement européen, soutiennent fermement la demande d'adhésion de Kiev. J'ajoute qu'il y a au moins un consensus. Tous les chefs des groupes politiques demandent, exigent même que l'intégrité territoriale de l'Ukraine soit préservée. Merci beaucoup Pascal Verdeau pour ces précisions à Bruxelles. Donc vous le voyez sur ces images en direct, Ursula von der Leyen qui est arrivée donc au Parlement européen. Je le rappelle, une session extraordinaire doit avoir lieu. C'est la présidente du Parlement européen cette fois qui va s'exprimer sur la situation en Ukraine. Un discours assez court. Puis le président ukrainien Volodymyr Zelensky va s'adresser au Parlement par visioconférence. Ce qui est important, ça va être un moment où il y a la politique, savoir est-ce que l'Ukraine doit adhérer à l'Union européenne, mais c'est avant tout un moment d'émotion, d'image, de soutien de toute l'Europe. Vous allez le voir, vous le voyez, il y a des drapeaux européens qui sont glissés sur les pupitres. Il y a même des députés européens qui ont des t-shirts aux couleurs de l'Ukraine. C'est le cas par exemple d'Agnès Evren, députée LR. Donc voilà, on va avant tout montrer son soutien à l'Ukraine, qui est plus que symbolique, puisque des décisions qui ont été prises depuis plusieurs jours vont bien au-delà du symbole. Mais c'est vrai que ça peut percuter par la demande du président ukrainien de l'entrée de l'Ukraine dans l'Union européenne, qui là, du coup, est beaucoup plus problématique qu'un soutien unanime. Donc c'est vrai que ça percute un peu, mais voilà, ce qui compte, ça va être aussi ces moments, ce qui vont être sans doute d'une très grande émotion une fois que le président ukrainien aura parlé. Jean-Pierre Molny nous a rejoint en plateau. Bonjour, vous êtes directeur adjoint de l'IRIS, responsable des questions liées à l'industrie d'armement et aux ventes d'armes. Et puis Jean-Dominique Giuliani, bonjour, vous êtes président de la fondation Robert Schuman. On va écouter tout de suite la présidente du Parlement européen. Good afternoon. Bonjour à tous. Nous sommes ici aujourd'hui dans l'ombre portée de la guerre de Poutine. Une guerre que nous n'avons pas provoquée. Une guerre que nous n'avons pas commencée. Une invasion scandaleuse d'un État souverain et indépendant. Au nom du Parlement européen, je condamne l'agression militaire russe contre l'Ukraine dans les termes les plus forts possibles. Et j'exprime ma solidarité avec tous ceux qui souffrent et tous ceux qui ont été tués.
Alors voilà l'intervention en cours du président du Parlement ukrainien lors de cette session extraordinaire donc au Parlement européen. Il y a quelques minutes, c'est Volodymyr Zelensky qui s'est exprimé. Il a terminé son discours, le poing levé sous les applaudissements du Parlement européen. Jean-Dominique Giuliani, tout un symbole. Oui, tout un symbole et si vous voulez, un grand moment d'émotion. Incontestablement, on est dans un Parlement, etc. Mais derrière cela, il faut essayer de distinguer pourquoi il y a autant d'émotions, autant d'unanimité en réalité. C'est parce que je crois que les Européens, incarnés par le Parlement, ont compris qu'en fait, l'adversaire de Poutine, c'est pas l'OTAN, c'est l'Union européenne, son mode de vie, son attraction sur les peuples, pas seulement en Ukraine, y compris en Russie. Et moi, je pense depuis longtemps déjà que le cauchemar de Poutine, c'est une Union européenne pacifique, qui apporte la prospérité, qui est un modèle de relations pacifiées, civilisées, et que c'est la vraie raison de l'agression russe. Et le Parlement européen, manifestement, cherche les moyens d'opposer à cette politique de la force une détermination très forte à l'image de celle des gouvernements européens. Une mobilisation, une union jamais vue pour l'Union européenne. La route européenne, c'est le chemin pris par l'Ukraine. Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, qui demande à l'Union européenne de faire ce choix aussi. Oui, c'est vrai que, en fait, dans son discours, qui n'était pas écrit, d'ailleurs, il l'a dit, il n'avait pas préparé, on comprend pourquoi. Évidemment, il a d'autres choses à faire. C'est un chef de guerre actuellement. Je crois que d'abord, c'était un appel au secours, clairement. D'ailleurs, il a bien mis en avant les pertes humaines que son pays et auxquelles son pays est en train de faire face. Il a dit, par exemple, qu'à Kharkiv, il y avait eu des dizaines de personnes qui avaient été tuées. Alors, ce sont des sources ukrainiennes, c'est lui qui dit ça. Mais en tout cas, vraisemblablement, il y a eu beaucoup de morts à Kharkiv. Donc, un appel à l'aide, très clairement. Et effectivement, dans l'enceinte du Parlement européen, à Bruxelles, quelque chose de très émouvant. C'était le silence absolu quand il parlait. Et ensuite, quand il a eu terminé de parler, il y a eu une ovation debout qui a dû durer 2 ou 3 minutes. Donc, c'était très long. Premier, donc, l'appel à l'aide. Et puis, effectivement, la deuxième chose, il a demandé une nouvelle fois d'entrer dans l'Europe, parce qu'il l'a fait à plusieurs reprises. Il l'a fait hier officiellement en signant d'ailleurs la demande qui a ensuite été envoyée à Bruxelles. Et il a terminé son discours en disant « Prouvez que vous êtes Européens, prouvez que vous êtes Européens, la vie l'emportera sur la mort, gloire à l'Ukraine ». Donc en fait, il met une pression très forte sur les Européens. Il dit « Vous ne pouvez pas être Européens sans l'Ukraine, il faut que vous le prouviez, et pour cela, il faut que nous entrions dans l'Union européenne ». Et justement, l'entrée dans l'Union européenne de l'Ukraine, est-ce que c'est possible ? Écoutez, la vocation européenne de l'Ukraine peut être reconnue par l'Union européenne. Mais entrer immédiatement, non. D'abord pour l'Ukraine. Entrer dans un grand marché moderne avec plus de 120 000 pages de journal officiel de règles, ce serait une catastrophe sociale, économique et financière pour l'Ukraine. Vous savez, les Balkans, par exemple, se sont vus reconnaître une vocation européenne et je pense que c'est ce qui va se passer. Je pense que les chefs d'État et de gouvernement et le Parlement européen vont dire solennellement que l'Ukraine a vocation à être membre de l'Union européenne, mais que bien sûr, il faut prendre des précautions pour cela. Monsieur Giuliani, on va écouter votre voisin qui ne s'est pas encore exprimé. C'est pas trop tôt, cette demande de l'entrée de l'Union dans l'Union européenne ? Non, il faut bien voir qu'on est à situation exceptionnelle, réponse exceptionnelle. J'ai presque envie de dire, peu importe finalement que l'Ukraine entre un jour dans l'Union européenne. L'important aujourd'hui, c'est que Zelensky se soit adressé devant le Parlement européen, qu'il a été massivement applaudi, et qu'en fait, vous avez une sorte de déclaration de solidarité de l'Union européenne unie, c'est-à-dire des 27 États membres, face à l'Ukraine qui est en guerre contre Poutine. C'est ça qui est exceptionnel. Finalement, c'est presque le message qui est lancé à Poutine qui est plus important que le reste. Après, la question de l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne, elle est légitime, elle peut se poser. Je dirais que les procès, comme l'a dit Jean-Dominique Giuliani, le processus, il se fera comme pour les autres pays. D'ailleurs, il y a d'autres candidatures qui sont en cours, donc ils vont peut-être pas passer devant ceux qui sont déjà candidats. Mais c'est le signal politique dans une période de guerre. Période de guerre, c'est une période exceptionnelle. C'est ça qu'il faut retenir. C'est un signal politique, mais il n'y a pas de troupes européennes envoyées pour soutenir l'Ukraine. Non, mais il y a des armes européennes.
Il y a des armes européennes, oui, effectivement, et ça, c'est extrêmement important, et surtout des armes décidées par une décision de l'Union européenne. On n'est plus dans la situation où vous avez des États européens qui vont livrer des armes à l'Ukraine, parce que finalement, livrer des armes à l'Ukraine, ça se fait plus ou moins déjà depuis 2014, depuis la Crimée. Il y avait une tentative au niveau de l'OTAN pour que ça soit une décision de l'OTAN, ça a été refusé à cette époque-là. Ça n'a jamais été repris en tant que tel, et vous aviez des États membres, ça avait commencé d'ailleurs depuis janvier, qui avaient déclaré qu'ils allaient livrer des armes à l'Ukraine. Mais là, vous avez une décision de l'Union européenne. C'est ça le... Est-ce que ces armes seront livrées à temps? Est-ce que ça, on le sait? On est un peu dans une course contre la montre. C'est trop tôt pour le dire, mais ce qui semble se dessiner, c'est qu'en fait, ce seront des armes qui seront prises sur les stocks des armées des pays membres de l'Union européenne et qui après seront payés sur le budget, sur la facilité européenne de paix, puisqu'il y a un outil qui a été créé très récemment d'ailleurs dans l'Union européenne pour financer des livraisons d'armes à des pays. Alors au début, ça avait été prévu plutôt pour les pays africains faillis d'ailleurs, et en fait, la première fois qu'on va l'utiliser de manière massive, c'est pour l'Ukraine, ce qui n'était pas nécessairement prévu au départ. Est-ce qu'avec ce conflit russo-ukrainien, Jean-Dominique Giuliani, est-ce qu'on assiste à un tournant en fait, de l'Union européenne? Oui, absolument. Pour moi, la rapidité de la décision et l'ampleur des décisions, notamment de sanctions prises, plus la livraison d'armes, me laisse penser que la cause d'une Europe puissante, à défaut d'une Europe puissance, elle a plus progressé en 3 jours qu'en 30 ans. Je pense que la prise de conscience est brutale, notamment en Allemagne, mais pas seulement. En France, un peu moins, puisqu'on plaidait une Europe plus puissante depuis longtemps. Et là, j'ai l'impression qu'il y a, même en dehors de l'OTAN, par exemple la Finlande ou la Suède, à l'intérieur de l'Union européenne, une prise de conscience qui fait que rien ne sera plus comme avant dans ce domaine-là. Laurent, si je puis ajouter un mot, moi, ce qui me frappe, c'est le ton quand même qu'a utilisé le président ukrainien. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais ce n'était pas le ton de quelqu'un suppliant. C'était presque le ton de quelqu'un qui faisait des reproches presque à l'Union européenne, peut-être de ne pas aller assez vite. Alors, on comprend sa situation, peut-être qu'il exagère quand même dans ce discours-là, mais il donnait presque la leçon aux Européens, fort du sacrifice que fait son peuple. Tout à fait, parce qu'il a dit, en gros, vous n'êtes pas de vrais Européens si nous ne sommes pas avec vous. Donc vous devez nous faire entrer. Effectivement, il y avait ce message extrêmement fort. Après, pour lui, on comprend que sur le plan politique, il fasse encore une fois cette demande d'entrer dans l'Union européenne. D'ailleurs, juste avant lui, la présidente du Parlement européen a dit que le Parlement était d'accord avec ça. Ça, c'est aussi quelque chose d'important. On comprend qu'il le fasse. Après, est-ce que ça lui servirait immédiatement ? Vraisemblablement pas. Ça n'aurait pas un impact immédiat. Il vaut mieux, effectivement, vous le disiez, qu'ils reçoivent très vite les armes. Certaines sont arrivées, des avions sont arrivés déjà. Il y a déjà des armes qui sont arrivées, qui ont été envoyées par l'Union européenne. Ça, évidemment, pour lui, c'est plus important. En fait, il y a 2 temporalités qui sont en parallèle et qui ne se croisent pas. Lui, il a besoin tout de suite, parce que les choses évoluent extrêmement rapidement sur le terrain. On voit la situation à Kharkiv, mais même autour de Kiev. Il a besoin absolument tout de suite de pouvoir résister à l'invasion russe. Et en ce qui concerne l'adoption, l'entrée dans l'Union européenne, là, de toute façon, même avec une procédure accélérée qui existe effectivement, ça prendra de toute façon beaucoup plus de temps. L'Union européenne a pris de multiples sanctions, notamment économiques et financières. Qu'est-ce que l'Union européenne peut faire de plus? Jean-Pierre Molny, peut-être? Écoutez, déjà, il faudra voir quel est le résultat des sanctions. Je pense que maintenant, on va entrer dans une période où surtout on va regarder quelle est l'attitude de Poutine. Je ne sais pas si on peut parler de danger, mais le risque, et on le voit bien avec visiblement des bombardements plus intensifs, c'est qu'il veuille maintenant précipiter la chute de l'Ukraine, ce qui nous conduirait dans une impasse stratégique majeure, entre parenthèses, puisque là, il n'y aurait absolument plus de négociations possibles avec la Russie, ce qui voudrait dire que la seule solution, ce serait en fait le départ de Poutine. Donc, je dirais que pour le moment, je ne vois pas ce qu'on peut faire de plus, sachant que les dernières sanctions
c'est-à-dire la Banque centrale russe, SWIFT, sont des sanctions extrêmement importantes. J'ajoute que ce qui est très important aussi, c'est que dans cette affaire, c'est plus uniquement les Occidentaux contre la Russie. C'est la quasi-totalité du monde contre la Russie. Hein, on l'a vu à l'Assemblée générale des Nations unies. Et on a des mesures. Alors c'est vrai que ça peut paraître symbolique, voire mineur, mais l'exclusion de la Russie de toutes les manifestations sportives à l'heure actuelle. Or, on sait que la question de la diplomatie sportive, ça prend de plus en plus d'importance aujourd'hui. Je veux dire, comment Poutine va-t-il annoncer que la Russie est exclue de la Coupe du Monde, qu'il n'y a plus de Grand Prix de Formule 1 à Sochi? C'est très important en réalité, ces mesures. Ce qu'on pourrait faire de plus, ce que l'Europe pourrait faire de plus, c'est décider de ne plus du tout acheter de gaz à la Russie. Parce qu'on en a beaucoup parlé de Nord Stream 2, qui est ce gazoduc qui n'était pas encore entré en fonction et qui n'entrera pas en fonction. Décision des Allemands sous la pression amicale des Américains et des autres Européens. Mais il y a Nord Stream 1, qui est son grand frère et qui continue à fonctionner. On pourrait imaginer que ce soit l'étape suivante. Mais là, il y a un risque quand même économique et énergétique pour l'Europe qui est immense, parce que si effectivement on ferme complètement le robinet du gaz russe, eh ben, nous allons avoir quand même un énorme problème pour nous chauffer tout simplement cet hiver. Puis l'égalité de réponse par rapport aux différents pays européens, c'est Bruno Le Maire qui le disait sur notre antenne. Lui, il se voulait rassurant pour la France. Il disait qu'on dépendait qu'à 20% du gaz russe, mais il disait que les autres pays comme la Pologne, les voisins, eux, dépendent à 100% de ce gaz. Et c'est pour ça qu'il n'y avait pas une unité de la réponse de l'Europe sur cette question-là, expliquait le ministre de l'économie sur notre antenne. C'est un élément de division au sein de l'Union européenne. L'autre élément, c'est quand même la demande que demande monsieur le président de l'Ukraine d'intégrer, que l'Ukraine arrive dans l'Union européenne, parce que tout le monde n'est pas d'accord sur cette position-là. Donc pour l'instant, l'Europe montre un visage unanime. Si on rentre un peu plus profondément dans la demande du président ukrainien, est-ce qu'il n'y a pas un risque, non pas d'explosion, mais oui, de nuances, de divergences qui fassent une petite fissure dans le front uni? Écoutez, on dit toujours ça de l'Union européenne, et franchement, elle vient de démontrer en quelques heures, en quelques jours, que lorsqu'il y a un pépin, qu'il soit sanitaire, avec le vaccin, il y a 2 ans, qu'il soit sécuritaire, le premier réflexe, c'est de s'unir. Alors bien sûr, tout le monde n'est pas d'accord du premier coup, parce qu'il y a 27 États membres, mais en réalité, chaque fois qu'on s'unit, on est efficace. Et il va falloir que nous, Français, on s'habitue à ça. Chaque fois que je vais parler de l'Union européenne depuis 10 ans, on me dit « Ah oui, mais on n'est pas d'accord. » Ah oui, en attendant, on est d'accord. Et on est d'accord, et vous allez voir qu'on va donner une perspective européenne à l'Ukraine, avec les précautions nécessaires, parce qu'on ne peut pas faire ça du jour au lendemain, mais on va le faire. On va le faire et on sera unanime. Je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites. Je discutais ce matin avec des responsables européens qui me disaient, en fait, l'entrée de l'Ukraine dans l'Union européenne, a priori, en théorie, c'est pas possible. En tout cas, pas possible comme ça. Mais depuis ce week-end, on a appris aussi également que tous les tabous sont tombés, tous les verrous ont sauté, et donc on ne sait pas ce qui peut se passer. Et effectivement, il peut y avoir, en fait, peut-être une adhésion à l'Ukraine qui sera annoncée. On va justement poser la question à Laure Delcourt qui nous a rejoint par visioconférence. Laure Delcourt, vous êtes spécialiste des relations internationales. Donner des perspectives européennes, comme le suggère Jean-Dominique Giuliani, à l'Ukraine, est-ce que c'est envisageable ? Oui, je pense que c'est un point qui fait consensus en dépit de nuances dans la position notamment des États membres de l'Union européenne. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a récemment déclaré que l'Ukraine faisait partie de la famille européenne. Donc je pense qu'il y a un consensus sur la nécessité d'aller au-delà de l'accord d'association qui régit actuellement les relations entre l'Union européenne et l'Ukraine, et de donner à l'Ukraine peut-être un statut de candidat. Même si certains États membres ont rappelé que le processus d'adhésion prendrait du temps, y compris pour l'Ukraine. Merci beaucoup Laure Delcourt pour cet éclairage. On va refaire un point sur la situation. 6e jour de guerre en Ukraine, les forces russes accélèrent le rythme. Le président Volodymyr Zelensky en parlait tout à l'heure, des bombardements sur la 2e plus grande ville du pays, Kharkiv. Jean-Pierre Molny, qu'en est-il justement de cette invasion russe? Est-ce que l'Ukraine a les moyens de se défendre? Je dirais que l'Ukraine a certainement les moyens de résister. C'est une question de durée en fait. Plus l'Ukraine
arrivera à résister longtemps, plus Poutine sera affaibli. Donc il y a une question qui, je pense, est importante à ce niveau-là. Ce qui explique d'ailleurs que les livraisons d'armes peuvent être un moyen intéressant, parce que c'est des moyens en fait pour lutter contre les chars russes, contre l'aviation de combat russe, c'est-à-dire pour essayer de freiner en fait l'invasion de la Russie. Mais sur le papier, il est évident que l'armée russe est supérieure à l'armée ukrainienne, et que j'ai envie de dire en plus, elle est relativement bien entraînée du fait des opérations, notamment des opérations quand on a vu en Syrie. Hein. Donc à ce niveau-là, il y a clairement une supériorité russe. Justement, est-ce que l'Europe pourrait faire plus qu'elle ne fait aujourd'hui sur l'aspect militaire pour soutenir l'Ukraine ? Je crois qu'on fait déjà beaucoup et de manière totalement inédite. Mais si vous voulez, il y a l'invasion et puis après, il y a l'occupation. Et manifestement, les 40 millions d'Ukrainiens sont assez unis pour résister à l'intérieur ou à l'extérieur. Et là, les positions et le soutien de l'Union européenne prend tout son poids. C'est-à-dire que si vous avez l'Union européenne derrière vous, dont le PIB fait 10 fois celui de la Russie, c'est pas la même chose dans la durée. Et comme le dit Jean-Pierre Molny, si ça dure, c'est au détriment forcément de l'agresseur. Oui, vous voulez ajouter ? Les Américains étaient 100 000 en Afghanistan, qui est quand même un pays où la résistance était, à mon avis, beaucoup plus faible que la résistance ukrainienne. Et au bout de 20 ans, ils sont partis. En Irak, ça a été au bout de 5 ans. On ne peut pas occuper un pays contre sa population. C'est impossible. Vous pouvez mettre un nombre de soldats. Les Américains, en 2008, on avait proposé à Obama de déployer 500 000 hommes pour tenir l'Afghanistan. Donc, en fait, il a perdu en réalité déjà sur le long terme, Poutine. François Beaudenay, est-ce qu'il y aura encore des mesures que l'Union européenne pourrait prendre à l'encontre de la Russie ? C'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible. Officiellement, c'est pas le cas. Joseph Borrell était notre invité ici même ce matin. Il a été très prudent en disant que d'abord, il fallait mettre en place les mesures qui avaient été annoncées, etc. Mais évidemment, les Européens se coordonnent. Évidemment, ils en parlent. On sait que, par exemple, le président Macron a un certain nombre de rendez-vous téléphoniques aujourd'hui. Évidemment, l'Europe parle avec les États-Unis. Ça fait partie des possibilités. Simplement, ça ne veut pas être... Ce que je disais, par exemple, sur le gaz tout à l'heure, c'est une étape supplémentaire qui peut être prise. Mais il ne faut pas que ce soit annoncé avant. Il faut d'abord voir ce qui se passe sur le terrain. Et je crois que les Européens ont évidemment les yeux tournés sur, en particulier, ce qui s'est passé à Kharkiv, parce que s'ils sont persuadés qu'il y a des crimes de guerre qui sont en train de se commettre ou qui ont été commis, alors là, vraisemblablement, on passera à l'étape supérieure, à la fois en termes de sanctions économiques ou sanctions diplomatiques. Par exemple, à l'instant, Londres a dit, par exemple, que l'expulsion de la Russie du Conseil de sécurité de l'ONU était une option. C'est une option. Donc, évidemment, c'est extrêmement fort. Donc, il peut y avoir des sanctions sur le plan diplomatique. Il peut y avoir de nouveau des sanctions sur le plan économique. On parlait du gaz. Et puis, on peut renforcer l'envoi de matériel militaire à l'Ukraine. C'est ces trois possibilités qui sont évidemment tout à fait ouvertes. Jean-Dominique Giuliani, est-ce que l'Europe, c'est la seule solution pour l'Ukraine ? L'Europe peut-elle allier avec elle d'autres pays pour venir en aide à l'Ukraine ? Écoutez, je vois que toutes les nations civilisées ont pris position, que ce soit la Corée du Sud, le Japon, l'Amérique du Sud, ont pris position tellement elles sont choquées par les mensonges qui justifient une agression vraiment en dehors de la réalité. Bon. Et donc l'Union européenne est concernée parce que c'est le continent européen et parce que Poutine ramène la guerre sur le continent et que tout le monde a encore dans sa famille, dans l'inconscient collectif, l'image d'un XXe siècle absolument épouvantable de ce point de vue-là qu'on ne veut pas revoir. Et si vous voulez mon sentiment, je pense que le fait que l'Union européenne soit comme ça dure et dans ses sanctions, dans sa réaction, c'est qu'elle a appris des années 30 qu'il fallait arrêter les paranoïaques avant qu'ils commettent l'irréparable et qu'il n'y a aucune excuse aujourd'hui à franchir la frontière et à imposer par la force, en occupant un pays, sa volonté. Aucune excuse et personne ne l'acceptera.
Très rapidement, Jean-Pierre Molny, comment vous voyez dans la situation, comment va-t-elle évoluer dans les prochaines heures, dans les prochains jours? Écoutez, ça, après, il y a la question du rapport de force militaire. On verra bien sur le terrain, effectivement, la question de la graduation des sanctions. La question se pose, le gaz, effectivement, tout ce que vous avez évoqué. Moi, j'ajouterais une chose quand même, c'est que le véhicule qui est utilisé à l'heure actuelle pour soutenir l'Ukraine, c'est l'Union européenne et c'est pas l'OTAN en tant que telle. Et c'est très intéressant parce que c'est pas une question de rapport Union européenne-OTAN, c'est simplement que l'OTAN est une alliance militaire et que c'est le chiffon rouge de Poutine. Mais là, on est en train de lui montrer que, ben non, c'est pas une alliance militaire qui s'oppose à lui, c'est une organisation politique. Et c'est extrêmement important, parce qu'il est, j'ai envie de dire qu'il est contourné, y compris dans son discours. Ce sera la conclusion de ce décryptage. Merci à vous, Jean-Pierre Molny. Merci à Jean-Dominique Giuliani, à François Baudonnet, à Daïk Audouy, et puis aussi à Laure Delcourt par Skype. Tout de suite, c'est l'invité de la matinale, Philippe Poutou. Et puis après, on se retrouve pour une édition spéciale à nouveau.